Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le 27e sommet Afrique-France a pris fin samedi 14 janvier à Bamako. 35 chefs d'État et de gouvernement étaient présents vendredi 13 janvier au soir pour le dîner officiel offert par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta lors de ce sommet de Bamako. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a pris part à ce sommet Afrique-France. Il y représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan est rentré samedi soir de Bamako. Au moment où des autorités, notamment des membres du gouvernement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce samedi, l'accueillent à sa descente de l'avion le conduisant de Bamako à Abidjan, il est 22h passé de 10 minutes. Avec une courte pause au salon du pavillon présidentiel, le vice-président Daniel Kablan-Duncan fait le point de sa participation au nom du président de la République Alassane Ouattara au 27e sommet Afrique-France tenu dans la capitale malienne. J'ai eu effectivement l'insigne honneur de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au 27e sommet Afrique-France. Ce sommet avec pour thème partenariat, paix et émergence. Il a donc été convenu qu'il y a d'abord des efforts endogènes propres aux États, notamment avec la bonne gouvernance, les problèmes donc de réforme économique et structurelle et sectorielle. Disons que l'augmentation des ressources internes, malgré la situation qu'on connaît au niveau du Mali, ils ont fait des efforts extraordinaires et c'était un excellent sommet. Ce 27e sommet Afrique-France, le dernier du président François Hollande, a été l'occasion pour les dirigeants africains de rendre un hommage appuyé au chef de l'État français dans le cadre de ses actions contre le terrorisme. S'agissant de Daniel Kablan-Duncan, le rendez-vous de Bamako lui a permis d'effectuer son premier déplacement à l'étranger en sa qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et Daniel Kablan-Duncan, une semaine seulement après sa désignation au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, prêtera serment ce lundi en fin de matinée. L'actualité politique ivoirienne a été très animée cette semaine, c'est même peu de le dire. En 72 heures, la configuration d'institutions capitales a changé en tout 6 actes majeurs sur lesquels revient ici Adama Koné. Jamais la météo politico-militaire n'a été autant mouvementée en si peu de temps qu'en ce début d'année 2017. En moins de 72 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré des changements de taille à la tête d'institutions capitales. Retour sur les faits. Acte 1, tout commence le lundi 9 janvier dans la matinée, avec la nomination de nouveaux chefs à la tête des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Acte 2, toujours ce lundi matin, la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de son gouvernement, ouvrant du coup la voie aux députés ministres pour se rendre à l'hémicycle dans l'après-midi qu'avec une seule casquette, celle de député. Toute chose qui permet d'enregistrer le 3e fait majeur de la journée du 9 janvier. Acte 3, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro remplit le perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais les députés se redonnent rendez-vous le lendemain matin. Acte 4, mardi 10 janvier. C'est avec son statut de représentant du peuple que l'ancien Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le premier du genre. L'acte 5 se déroule en fin d'après-midi de ce mardi 10 janvier. Celui qui venait de lire les communiqués de la démission du gouvernement et de la nomination du vice-président, le secrétaire général de la présidence Amadou Gon Coulibaly, quitte son poste pour s'installer dans le fauteuil de Premier ministre, devenant le premier responsable de la primature. L'acte 6 se devine aisément, la formation du nouveau gouvernement, dernier élément du puzzle politique de la semaine, intervenant le mercredi 11 janvier 2017.
Des faits banals peuvent se révéler dangereux pour notre santé. Dans les épiceries et autres lieux d'alimentation, des négligences comme laisser traîner un chat sur les produits comestibles par exemple peuvent être source de maladies. Des faits de plus en plus dénoncés aussi bien par les consommateurs que par les autorités. Un sujet auquel se sont intéressés Guillaume Zéré et Malika Koulibaly. Dans cette boutique, on peut appeler ces chats les gardiens du temple, employés pour traquer les souris voleuses. Le chat, on l'amène pour les souris, puisque les souris percent les sacs de riz, les farines, les laits en poudre. Comme dans cette épicerie, ce sont plusieurs autres commerçants qui se servent des chats pour protéger leurs marchandises. Une pratique efficace au revers inimaginable. Moi, j'ai trop élevé les chats. C'est à cause que je ne peux pas garder le chat encore. Parce que le chat, quand tu mets dans une boutique, là, ça vient une maladie pour donner ça aux gens. Il y a des fois, il fait tch, tch. Donc ça là, il peut prendre ça dans un bonbon ou bien un biscuit, il veut manger, les enfants ils vont prendre. On ne sait pas où la maladie est sortie pour trouver les enfants. Le poil du chat sur la nourriture, un danger qui menace la santé autant que les souris voleuses. Une réalité heureusement connue des autorités de l'alimentation en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des animaux, donc notamment des chats, dans les boutiques, ce sont ces risques que nous voulons, je dirais, aujourd'hui réduire dans la mise en place d'un label, d'un mécanisme qui permettra donc de changer le point de vue qu'on a de ces boutiquiers-là, le point de vue qu'on a de ces restaurateurs. Se mettre en règle ou se faire sanctionner, une méthode qui porte des fruits. Interpellée sur le fait, la communauté mauritanienne, principale tenancière des épiceries en Côte d'Ivoire, comprend le bien fondé de l'action. On a prêt pour l'accompagner jusqu'au fond parce que c'est quelque chose qui est important pour la santé, pour la vie des gens. Donc, le message que je lance à mes patriotes, qu'il n'y a qu'à comprendre. Cette affaire, c'est une affaire simple, c'est pas contre quelqu'un. Mettre de l'ordre dans les boutiques, mais pas que. L'ARMA, l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, veut aller plus loin. Tant que nous allons constater que je dirais une résurgence de mauvais comportements, nous allons donc être contraints de sévir. Nous avons dû, je dirais, mettre un peu en veille nos actions coercitives sur le terrain. Nous avons donc dû les mettre en veille pour nous appesantir sur la formation à la demande de ceux-mêmes qui avaient commis quelques erreurs. Manger est source de vie, mais un détail pourrait tout faire basculer. Un lieu d'alimentation mal tenu peut être un danger pour la santé. Lors de la deuxième journée de la CAN 2017, le Sénégal commence fort en battant la Tunisie 2-0. L'Algérie, elle, a concédé le nul devant le Zimbabwe. Avec cette victoire des Lions de la Teranga, ceux-ci prennent non seulement les commandes de la poule B, mais ils mettent aussi enfin à cette malédiction qui les empêchait de battre les Aigles de Carthage en phase finale de la CAN. Rencontre rythmée et riche en actions de but. La première précision est venue du meilleur joueur africain, Riyad Mahrez. C'est lui qui ouvre le score à la 12e minute pour l'Algérie. Le Zimbabwe pratique un football assez technique et volontaire. L'égalisation ne tarde pas. Marachi marque pour le Zimbabwe. Ils vont très vite sur cette action. Belkiter ne peut que commettre la faute. Penalty pour le Zimbabwe. Mouchekou se joue de Mboli, le portier algérien. L'Algérie a souffert, mais obtient tout de même l'égalisation. Le but porte le nom de Riyad Mahrez. 2-2, le Zimbabwe entend réserver des surprises dans la poule B. Face à Matlouti. Deuxième pénalty dans cette Coupe d'Afrique des Nations et contre-pied. Comme tout à l'heure, le Zimbabwéen avait pris à contre-pied le gardien de l'Algérie. C'est parfait pour Mané, c'est puissant, c'est bien tiré, inarrêtable dans le petit filet. Ensuite, Akaishi qui va frapper. Belle frappe du gauche, très puissante. Diallo était dessus, mais ça aurait peut-être été compliqué s'il y avait eu un rebond avant. Aliou Cissé qui demande à ses joueurs de communiquer. Le corner pour le Sénégal, elle a la tête d'Mbodji. Magnifique. Les éléphants de Côte d'Ivoire, pour leur premier match de poule, seront donc face aux éperviers du Togo ce lundi 16 janvier au stade d'Oyem.
En bref et en images, le président sénégalais Macky Sall a accepté samedi à Bamako d'accueillir le président élu gambien Adama Barrow à Dakar jusqu'à son investiture fixée au 19 janvier. Une source de la présidence a confirmé que Barrow se trouve à Dakar à la suite de consultations avec des responsables de la CEDEAO en marge du sommet Afrique-France qui vient de se tenir à Bamako. Ellen Johnson-Sirleaf, qui a fait le déplacement dans la capitale malienne en compagnie du président élu de la Gambie, a demandé au chef de l'État sénégalais d'accueillir Adama Barrow jusqu'à son investiture prochaine, ce qu'a accepté Macky Sall au nom de l'hospitalité sénégalaise. En Afrique du Sud, la succession de Jacob Zuma ne finit pas de diviser l'ANC entre les soutiens du vice-président Cyril Ramaphosa et ceux d'Nkosassana Dlamini Zuma, candidate favorite du président Jacob Zuma. Les tensions sont vives, mais un autre front s'est ouvert ce week-end. La présidente de l'Assemblée nationale, Baleka Mbete, ne cache plus ses ambitions présidentielles. Écartée par la Ligue des femmes de l'ANC au profit de Dlamini Zuma, Baleka Mbete ne semble pas prêt de se laisser faire. En France, après un premier débat très policé, les 7 candidats à la primaire initiée par le PS, le Parti socialiste, se sont affrontés avec vivacité parfois dimanche soir lors du second round. Si lors du premier débat, les candidats se sont contentés de s'écouter les uns les autres, ils ont cette fois haussé le ton, ciblant particulièrement Manuel Valls, notamment sur le sujet de l'accueil des réfugiés. Après les attaques de Donald Trump contre John Lewis, figure des droits civiques aux États-Unis, la polémique enfle. De nombreux élus annoncent qu'ils vont boycotter la cérémonie de prestation de serment. Nombreux sont les Américains à avoir exprimé leur émotion et 21 parlementaires ont d'ores et déjà annoncé leur intention de se tenir aux côtés de John Lewis et de boycotter la prestation de serment du jamais vu donc aux États-Unis. Le porte-parole de Donald Trump tente de limiter les dégâts. Fin de ce journal, à demain, 6 h.